Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Christian Poyot, le PDG de Micropole et également de la commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF. Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr et, car je ne l'ai toujours pas écrit, directeur général de l'IMO, L-E-E-M-O. Venez voir. L-E-E-M-O. Mais il faut être un professionnel du patrimoine. Bon, c'est pas pour moi. Des réactions de l'éditeur, il faut augmenter les salaires, écrit John, à hauteur de l'inflation et acter la boucle prix-salaire, autrement il y aura beaucoup de monde dans la rue, dit-il. Cet auditeur qui écrit souvent d'ailleurs, en France, on crée beaucoup de richesses qui est très mal partagée. Il est là le problème. C'est totalement faux. Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est mal partagé. Non, mais c'est faux, Nicolas. En tout cas, la redistribution derrière. Des inégalités, il y a dans le monde entier, la vie est inégalitaire d'ailleurs, mais globalement, toutes les études le prouvent, je ne pense pas que je serais désapprouvés sur ce sujet, que la France est un pays où la répartition des richesses post-imposition est quand même la meilleure ou la moins mauvaise. Donc c'est faux ce genre d'affirmation. C'est vrai que les inégalités, en fait, on fait partie, ce qui peut surprendre, mais des pays les moins inégalitaires, après redistribution et même après les crises, finalement, les inégalités, d'un point de vue statistique, n'ont pas augmenté réellement, ce qui n'est pas le cas de partout. Et c'est vrai, y compris le partage de la valeur ajoutée, quand on regarde le taux de marge entre ce qui revient le travail et le capital, on va dire que ça fait depuis 1985, en gros, ça fait à peu près 40 ans qu'il oscille entre 30 et 34%, avec des phases un peu hautes et d'autres plus basses. Mais par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus marqué sur le partage de valeur ajoutée en direction de la rémunération du capital, c'est pas vraiment le cas en France, c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. De quoi c'est ce qui est dommage. Juste en une seconde, je le redis, c'est mon petit cheval de bataille, c'est qu'en fait les Français ont un manque de culture justement sur la rémunération du capital, et moi j'aimerais bien que les Français soient un petit peu plus par l'épargne salariale comme ils veulent. Oui. On parlait des grandes majors, Total, LVMH, etc., qui ont des super dispositifs pour ça. Au lieu de demander une augmentation, c'est peut-être le moment de partager les super profits en devenant actionnaire soi-même de son entreprise au travers de tous les dispositifs dont la France dispose. Devenons capitalistes une bonne fois pour toutes, mais dans le bon sens du terme. Il est certain que si on veut des entreprises, il faut qu'elles aient des propriétaires pour exister. Et donc devenons propriétaires par des mécanismes tout à fait ouverts. La part des étrangers dans la détention du CAC 40 a eu tendance à diminuer. Je crois qu'on est en dessous de 40%. Tant mieux. Bon ben voilà. Cet auditeur Doug écrit Total, 90% de grévistes, mais qui ont permis à 100 000 salariés dans le monde d'avoir une augmentation. Ça donne à réfléchir. Merci pour la qualité de votre émission. Merci Doug. Justement, est-ce que c'est inacceptable? Est-ce que c'est illégitime selon vous ce qui se passe avec 90% de grévisme? Alors il n'y a pas 90% de grévistes, les chiffres. 90 grévistes, pardon. J'ai dit 90%. Il y a 3400 salariés dans les raffineries Total, et effectivement il y a 90 grévistes ou 92, etc. Bon. Après, donc c'est totalement inacceptable. Si vous voulez, alors que le droit de grève puisse exister, personne ne le conteste, etc. Mais dans ce cas-là, ils font grève, ils sortent de l'usine, ils se mettent devant l'usine, etc. Ce qui est lamentable, c'est qu'il y a effectivement, mais là c'est même pas 90, c'est 2-3 personnes qui bloquent les tuyaux. Faut bien voir que c'est très mécanique. Le pétrole, il est à Dunkerque ou il est au Havre, etc. Puis il y a des tuyaux qui viennent sur la région parisienne. Il y a l'endroit où ils partent, il y a des gens au départ, il y a 2-3 personnes qui bloquent, qui refusent d'ouvrir les vannes. C'est ça, il faut comprendre. Donc vous avez, c'est même pas 90, c'est 10 personnes qui génèrent un bazar pas possible, qui pénalisent l'industrie. Donc ça, c'est totalement scandaleux et anormal. C'est un noyautage de la CGT qui est insupportable, voilà. Et pour des gens qui, effectivement, ont un niveau de rémunération qui est au-dessus de la moyenne, etc., qui travaillent 180 jours par an. J'ai pas regardé ça. Si, ça on le dit rarement, mais 180 jours par an. J'ai essayé de faire le calcul, ça va faire à peu près 14 ou 15 semaines de congé. Sympa, je sais pas autour de la table qui est-ce qu'il y a 15 semaines de congé, voilà. Donc c'est des gens qui, encore une fois, ils ont acquis ces droits-là du fait de l'histoire, etc. Très bien, mais voilà, il faut arrêter de les présenter en victimes. Donc c'est vraiment une action totalement inacceptable de la part de la CGT. Les autres syndicats, d'ailleurs, ne bloquent pas, d'accord. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on est réduit, effectivement, à dépendre de ce genre d'action. Et il y aurait dû avoir une réquisition beaucoup plus forte et rapide pour dire, sans interdire le droit de grève, vous faites grève à côté, mais nous, on fait fonctionner l'entreprise. Voilà, il y a eu des réquisitions. Les actions, je l'ai vu hier au niveau du MEDEF, les actions, les entreprises, et pas uniquement les grandes, mais les toutes petites, les artisans, ça devient catastrophique. Quelqu'un veut réagir à ça, Mathieu Plane? Rapidement, en fait, qu'il y ait des revendications sociales, ça peut être légitime, et puis c'est le problème de Total, à la limite qu'ils acceptent ou pas les 10%, les avantages, etc. Le problème, c'est les conséquences sociales, économiques qui commencent
à poindre aujourd'hui. On le voit y compris sur les vacances, des réservations qui sont annulées. C'est vrai que l'organisation, y compris de la société, tourne quand même. On voit bien qu'avec cette question de l'énergie est extrêmement perturbée, sachant que transport, vous avez la clé. Là. Ouais, alors donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même la guerre en Ukraine. Il ne faut pas l'oublier, qu'on risque d'avoir un hiver difficile avec des problèmes de rationnement sur l'énergie. C'est vrai qu'on a envie de dire, on est en situation post-Covid, on a envie de se passer de ça. Effectivement, ça ne veut pas dire que les salariés ont tort de revendiquer. Moi, je ne suis pas là. Je dis juste les conséquences. La France n'a pas à supporter toutes ces conséquences. C'est ça qui est... Stéphane Van Nuffel. Juste pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat et je me refuse à rentrer dans le débat de qui gagne quoi, etc., etc. Ils ont défendu leurs droits et Christian a parfaitement raison. C'est peut-être un petit peu plus confortable que dans certains cas de grève où il y a une vraie légitimité à ce droit de grève, faut pas l'oublier. Maintenant, c'est même plus illégitime ou quoi que ce soit, parce que la légitimité, c'est dans le droit, c'est comme ça. Là, c'est irresponsable presque quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la période, il y a une ouverture, on annonce d'un côté, toujours pareil, on ressasse les super profits Total, donc de l'autre côté, bah tiens, et si on mettait des augmentations de salaire, ce qui sur une base économique de chef d'entreprise n'a strictement rien à voir, on partage pas le profit en figeant des salaires pour l'avenir, parce que si l'année d'après, il y a des super pertes, ben on va pas baisser les salaires des salariés. Bon, bah, il faut juste que les Français se mettent ça dans la tête. Ça, c'est juste très irresponsable et c'est extrêmement malhonnête parce qu'ils détiennent, comme vous l'avez dit, Nicolas, les transports ou l'énergie. Et à ce moment-là, ils tiennent tous les Français. Et je faisais la blague, LVMH, ça va poser quoi comme problème si on avait la même situation sur l'autre grand groupe international dont on est très fier? Ça va pas poser de problème s'il y a plus de sacs qui arrivent avenue Montaigne, donc on n'aura pas le même poids. Et c'est ça qui est irresponsable, je trouve, de la part de la CGT. Alors le mot illégitime dans la bouche de Bruno Le Maire vient notamment du fait qu'un accord a été noué avec 56%, en plus, avec deux syndicats représentant 56% des voix. C'est privé. C'est une entreprise privée. Et on arrive à un total, enfin une sorte de TTC à plus 7%. Il y a 5% de hausse générale et puis 2% de hausse individuelle. Au-delà de ça, moi je trouve que le sort qui est réservé à Total est vraiment scandaleux. Alors je ne dis pas que c'est une entreprise parfaite, enfin, il y a des choses qui certainement doivent évoluer, etc. Mais c'est un des champions français. Heureusement qu'on a un champion énergétique sur ces sujets-là. C'est une très grande entreprise qui, effectivement, vivait ses salariés, les maltraite assez peu, ils sont même plutôt dans des conditions, et qui servent de victimes expiatoires en permanence. C'est vraiment, c'est triste. Il faut rappeler d'ailleurs qu'on a dit pique-pendre sur les dividendes de Total, mais les premiers bénéficiaires sont les salariés, car les premiers actionnaires de Total sont les salariés avec un peu plus de 8% du capital. C'est bien de le rappeler. Oui, merci Nicole. On a vu ce débat un jour sur la Société Générale, et effectivement, là aussi, les premiers actionnaires, ce sont les salariés avec quelques 6,5% du capital. On a évoqué le coût de la dette, Mathieu Plane. Alors là, on est à 2,86 sur le taux à 10 ans de l'obligation assimilable du Trésor. On a touché les 3% la semaine dernière. Si je vous dis que le budget est caduc, même pas voté qu'il est caduc, vous me dites bah oui, c'est la vie. Et en fait, c'est un peu la tonalité d'une note que vous avez sortie à l'OFCE il y a quelques jours. Oui. Non, alors effectivement, il y a beaucoup de mesures, à la fois entre les mesures exceptionnelles, parce que on parle de 2023, il y a le bouclier tarifaire, mais la question qui va se poser aussi, c'est les mesures pour venir soutenir les entreprises, qui est quand même une mesure assez importante. On voit ce que fait l'Allemagne. Nous, on a décidé plutôt de cibler sur les gazos électro-intensifs, et donc d'avoir des aides assez importantes de ce côté-là, aider les TPE, mais il y a toutes les entreprises qui sont ni électro ni gazo-intensives et qui ne sont pas des TPE. Et il va falloir s'y mettre. Et je sais que, par exemple, la hausse des taux va aussi impacter ces entreprises-là. Elles vont être aussi impactées par, bien sûr, la hausse des coûts de l'énergie. Donc il y a quand même le risque des faillites qui peut être important. Donc sur la question budgétaire, il est possible qu'on ait aussi des nouvelles mesures qui arrivent, y compris sur le carburant, parce que là, le carburant, on nous avait dit, c'était terminé, vous l'avez souligné, c'est déjà prolongé de 15 jours. Ça va être difficile de sortir des 30 centimes. Quand on voit ce qui se passe, et c'est le moment difficile. En plus où l'OPEP baisse sa production de 2 millions de barils. Le prix du baril est en train de remonter. On le remonte. Ouais. Donc on est à 92 aujourd'hui. 92, 93, mais bon. Parce que mais on a fait du 98 il y a 10 jours. Voilà. Donc pas du sans-plomb cette fois-ci. Voilà. Du dollar. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, j'ai l'impression que les marges, en tout cas des distributeurs, ont pas tendance à augmenter parce que le prix du baril me paraît cher avec 30 centimes. Le prix, pardon, à la pompe me paraît cher par rapport avec les 30 centimes. Ils se gavent certains. Voilà. Bon. Des 2,50, 2,60, 2,80. On a quand même des choses assez particulières. La DGCCRF a été mise sur le coup par l'Espagne Runacher parce qu'il y a quand même des cas un peu tout much. Bon, tout ça pour dire sur le budget, on aura certainement des mesures nouvelles qui vont apparaître parce que le choc est quand même extrêmement important et la question des entreprises va venir sur la table. Il n'y a pas que le bouclier tarifaire pour les ménages, il y a la question aussi des entreprises qui va arriver et il y a les charges d'intérêt. Alors ça a été budgété, il y a une hausse des taux d'intérêt qui est prévue dans le budget. 2,5 sur l'année. Mais sauf qu'on sera certainement au-dessus et on voit que effectivement le coût de la dette peut filer assez vite, en tout cas avec cette charge d'intérêt. Donc oui, j'allais dire, les nouvelles sont pas très bonnes. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent quand même des politiques économiques qui étaient extrêmement en soutien de l'activité, que ce soit du budgétaire ou du monétaire.
Aujourd'hui, le budgétaire risque d'être réduit parce que la dette augmente et le coût de la dette augmente avec. Et donc les marges de manœuvre se réduisent. Et puis on a des taux d'intérêt qui remontent. Donc effectivement, les politiques monétaires sont beaucoup moins accommodantes dans ce contexte-là. Donc c'est vrai que j'allais dire presque le plus difficile est devant nous, quoi. Il y a un vrai sujet sur les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides sont centrées principalement sur les particuliers, à la différence de l'Allemagne qui centre plutôt les entreprises. Là, on a parlé de la crise du pétrole, de l'essence à l'heure actuelle, mais le vrai sujet, c'est le coût de l'énergie, qui est un mur qui arrive face aux entreprises avec un prix de l'énergie multiplié un minimum par 3. Donc le sujet, c'est effectivement d'arriver à faire bouger la politique européenne. Très compliqué. Et là-dessus, nos amis allemands joue pas mal cavalier seul. Il y a un vrai sujet. La distorsion entre la France et l'Allemagne est quand même très, très forte. Mais s'il n'y a pas de sujet européen, il va bien falloir que la France fasse quelque chose pour aider ces entreprises. Parce qu'il y a un risque de faillite d'un grand nombre d'entreprises. Parce que vous ne pouvez pas multiplier votre prix d'énergie par 3. C'est pas possible. Voilà. Donc, bon. Espérons que Bruxelles va bouger. Ouais, alors là, que les Allemands vont être un peu plus solidaires. J'ai pas lu le détail, mais ils sont en train de mettre en place un truc provisoire pour essayer de plafonner les prix du gaz, enfin les prix de l'électricité produite au gaz, parce que les Allemands ne veulent pas. Ils veulent acheter en commun surtout. Voilà, mais il y a l'idée d'acheter en commun. De façon à éviter qu'ils se fassent la course. Ça a l'air hyper compliqué le dispositif temporaire qui est en train d'être mis en place par Bruxelles pour contourner le refus allemand. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Il y a un gros bras de fer. Oui, mais c'est surtout l'utilisation du gaz aussi pour produire l'électricité. Oui. En fait. Et alors, il est clair qu'à Bercy, on dit franchement, il n'y a pas l'argent pour faire un bouclier entreprise. La seule solution, c'est d'arriver très vite à une solution européenne de blocage des prix. Les entreprises sont d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer, voilà. Je me demande là, dans la prochaine loi de finances rectificative, au mois de janvier sûrement, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? 270 milliards d'emprunts l'année prochaine pour notre pays, c'est du jamais vu. Alors pour refinancer la dette ancienne et financer la dette neuve. Et puis effectivement, avec que 60 milliards de charges d'intérêt prévues, mais on est déjà au-dessus du taux moyen prévu pour 2023 sur le 10 ans. Vous vouliez réagir non, juste deux choses, mais d'abord, un peu caricatural, puis provocateur exprès, vous avez le droit. Sur un débat, vous savez très bien, j'aime bien. Oui. D'abord, on pourrait ressortir des vieilles vidéos de ce plateau où on disait qu'à l'époque où tout allait bien et où le taux à 10 ans français était négatif, on aurait peut-être dû travailler un peu plus sur nos infrastructures et toutes les discussions urgentes qu'on a aujourd'hui sur le pot commun énergétique européen où chacun faisait un peu ce qu'il voulait. L'Allemagne achetait le gaz russe, nous on voulait pas pour des raisons géopolitiques, etc., etc. Bon, voilà. Maintenant qu'on est face au mur, comme le disait Christian, c'est là où ça devient compliqué parce que c'est là où en fait on prend des décisions en général. On a l'impression d'une grande impréparation, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est toujours le même sujet. C'est enfoncer une porte ouverte ce que je dis, mais c'était juste par provocation pour dire, voilà, typiquement, on est dans le sujet de politique accommodante ne servait pas forcément que à enrichir les gens, c'était fluidifier l'économie et c'était réfléchir au virage qu'il faut prendre et en particulier le vrai virage qui était le virage qu'on va appeler climatique, mais qu'en fait un vrai sujet c'est l'énergie. Si vous prenez les 100 dernières années, toutes les guerres qu'il y a eu, les vraies guerres, étaient pour de l'énergie. Aujourd'hui, ce sont heureusement que des guerres économiques. Mais ça met quand même des gens méchamment sur le carreau. Donc il fallait y penser un peu avant. Maintenant, il faut avoir un réflexe de se dire, ne prenons pas des décisions trop brutales, n'allons pas nous braquer avec les Allemands, n'allons pas nous braquer avec le reste de l'Europe. Il faut essayer de travailler intelligemment. C'est malheureusement un peu au bord. Là, c'est plutôt les Allemands qui nous braquent. Non, mais Christian, c'est quand même sur l'excédent budgétaire, c'est la même chose. Ça fait 25 ans que les Allemands nous braquent, entre guillemets, dans le système européen. Ça va de la monnaie jusqu'à l'excédent budgétaire, l'excédent commercial. Ils sortent de tous les cadres et ils nous montrent du doigt. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, à nous peut-être d'essayer de montrer qu'on est aussi la France quand même. Bon. Ça va tester aussi la solidité de l'Europe dans cette affaire-là. Parce clairement. On voit bien qu'il y a à la fois les intérêts collectifs et les intérêts souverains. C'est-à-dire que l'Allemagne, vu la puissance industrielle, elle ne veut pas lâcher son industrie, donc elle va prendre des mesures qui sont XXL. Elle est extrêmement exposée, l'Allemagne. Elle est extrêmement exposée. Et effectivement, ça va créer de la distorsion de concurrence, c'est évident. Et en même temps, est-ce qu'elle a envie que sa puissance industrielle soit du jour au lendemain mis en grande difficulté, alors même que ce qui fait la force de l'Allemagne. Donc c'est évident qu'elle va d'abord mettre en place des choses qui sont des priorités nationales plutôt avant la question européenne. Il ne faudrait pas voir la puissance industrielle allemande comme uniquement la puissance industrielle allemande. La puissance industrielle allemande, c'est aussi d'une certaine façon une grande partie de la puissance industrielle européenne face aux Chinois, face aux Américains. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Sauf que tout le monde, que tout le monde n'a pas les moyens de s'aligner sur ce que va faire l'Allemagne. Et donc on se retrouve effectivement. Alors les 27, là où c'est rigolo, c'est que nous on a fait le bouclier tarifaire qui était quand même nous a permis de gagner un peu entre guillemets de compétitivité prix vis-à-vis de l'Allemagne. Maintenant les autres font ça et donc on va dire c'est une distorsion de concurrence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui
ces secteurs industriels qui utilisent beaucoup d'énergie, ils risquent de délocaliser, surtout en dehors d'Europe. Exactement. Le risque, c'est pas qu'ils aillent la concurrence intrazone, c'est aussi dire ils vont aller se mettre aux États-Unis, par exemple, où l'énergie est bien moins chère. La comparaison n'est pas très bonne, mais c'est comme sur les voitures. On voit la vague qui varie de voitures chinoises, alors qu'on n'a pas su en fait raisonner de manière globale avec la construction des batteries, etc. Donc le vrai risque, c'est tout à fait ça. Mathieu Plane a tout à fait raison. Mais il y a un vrai sujet. Enfin là, je n'ai pas prévu ça dans l'actualité économique du jour, même si le salon de l'auto, c'est en ce moment. Il y a un vrai sujet sur l'obsession européenne du virage vers la voiture électrique avec la fin de la vente des moteurs thermiques. Surtout, c'est qu'ils ont mis 10 ans à s'intéresser. Ça devient le sujet. Il a dit, encore une fois, c'était des décisions dogmatiques sans aucune réflexion. C'est fou. Vous avez vu Sixt qui a commandé, je sais plus, 100 000 voitures chinoises. Aux Chinois Bird. On sera content. Plus 100 000 en options sur les 6 années suivantes. On sera content quand toutes les usines françaises, européennes auront fermé de manière générale. Mais c'est là où il y a un dogmatisme européen qui est dramatique. Et je suis un Européen. Il y a un bouquin de François-Xavier Pietri qui sort en ce moment, justement, qui rassemble un petit peu tous les éléments de recul par rapport à ce virage industriel historique, parce que l'industrie automobile, c'est monumental. Ce virage industriel imposé par la politique, qui n'est pas un choix des industriels, et qui est juste suicidaire, quoi. Exactement. Et quand on va, et en plus avec le mythe que la voiture serait propre. Alors que la voiture électrique n'est pas si propre que ça, si on prend l'ensemble du cycle de vie de la voiture. Alors que l'Europe a montré que sur certaines industries, elle avait su s'imposer dans sa politique. Je pense à Airbus. Même indirectement, le groupe Total est quand même un conglomérat de plein de trucs. On sait faire quand on veut. Ouais. Et il va falloir fournir l'électricité nécessaire. Oui, mais les bornes, l'électricité nécessaire, la dépendance à 4 pays qui produisent le lithium. Vous avez vu que les Américains ont rouvert une mine de cobalt, comme par hasard. Parce qu'ils se disent, tiens, si on l'achète comme tout le monde à la République démocratique du Congo, on peut avoir un petit problème un jour. Les sujets sont extrêmement compliqués, il faut être honnête, mais franchement, ce qui est décevant, c'est qu'il n'y a vraiment pas cette réflexion d'ensemble, de se dire avant de prendre ce genre de décision, essayons d'analyser l'ensemble de la chaîne industrielle, discutons avec les industriels, ne les écoutons pas systématiquement, parce qu'eux-mêmes défendent leurs intérêts particuliers, bien sûr, mais ayons une vision à 360 de tout ça, et puis pas une vision à 5 ans, mais une vision à 30 ans, quoi, si j'ose dire. Le Dieselgate a provoqué un séisme politique en Europe, et ça a incité effectivement à des décisions hâtives. Tribune de Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo dans les Échos aujourd'hui, deux économistes parmi les plus pertinents sur ces questions. Ils parlent de l'assurance chômage et ils répètent une fois de plus, Mathieu, réduire la durée d'indemnisation du chômage accélère le retour à l'emploi. Et non, nous n'avons pas observé par le passé que systématiquement les gens finissaient par accepter des boulots sous-évalués avec des salaires revus à la baisse. Ouais. Je crois que Bruno Coquet. Non, mais attendez, Mathieu, Bruno Coquet dit la même chose à l'OFCE. Là, les syndicats sont vent debout. Mais il y a toujours ce débat, effectivement, sur cet effet d'horizon. C'est-à-dire que, assez logiquement, il y a un retour à l'emploi qui est souvent accéléré au moment où on arrive sur les fins de droit. Donc, effectivement. C'est comme le gamin qui se met à réviser son concours la veille. Oui, ou alors il va prendre plus de temps à regarder. La question qui était, on sent du vécu là. La question qui faisait débat, c'était savoir est-ce que effectivement, du coup, il y avait en réduisant cette durée, est-ce que du coup, on acceptait des boulots qui étaient moins bien payés, ou est-ce qu'il y avait une perte de capital humain parce qu'on restait plus longtemps au chômage? C'est ce que dit un peu leur tribune. C'est qu'en fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que si on reste longtemps, on peut trouver des métiers mieux payés parce qu'il y a une meilleure allocation entre l'offre et la demande. C'est l'idée de prendre plus de temps pour retrouver un emploi qui correspond à ses qualifications. Et donc, ça ferait plutôt augmenter le salaire. Mais l'autre côté, c'est que si vous restez longtemps au chômage, vous perdez en qualification et l'employeur va se dire, il est resté longtemps au chômage, donc il y a un problème. Donc, c'est un peu... Donc, là-dessus, le débat est loin d'être évident et n'est pas tranché. En tout cas, il n'y a pas d'évidence empirique. La question aujourd'hui, elle est plutôt sur la réforme de l'assurance chômage et est-ce qu'il faut mettre un effet, on appelle contracyclique de l'assurance chômage. C'est la grande idée. C'est la grande idée qui est, sur le papier et théoriquement, se défend, parce que dire il faut créer plus d'incitation de retour à l'emploi quand le chômage est bas et qu'il y a des tensions sur le marché du travail, et être plus généreux avec les chômeurs quand il y a des difficultés sociales et qu'il n'y a pas de boulot, ce qui est assez logique. Mais ça, c'est la théorie, et moi je suis plutôt d'accord avec cette théorie. Le problème, c'est la pratique, en fait. C'est comment vous faites, concrètement, comment vous faites, sur quel type d'indicateur vous faites, quel est le taux de chômage d'équilibre, c'est-à-dire à partir de quand on dit qu'on réduit les droits, à partir de quand on les augmente, et que surtout, moi je pense que c'est là la plus grande difficulté, c'est que en fait, on raisonne au niveau français, mais on a plein de bassins d'emploi. Il faut le régionaliser. La seule façon de le faire bien, c'est ce que dit l'UDP hier pour les. C'est le bassin d'emploi, c'est-à-dire que quand vous êtes en Lorraine, quand vous êtes en Île-de-France, en Auvergne, Rhône-Alpes, etc., vous n'avez pas les mêmes bassins d'emploi et vous n'avez pas les mêmes qualifications aussi. L'ouvrier en Lorraine,
lui, il s'en fiche du taux de chômage national par rapport au cadre qui est à Paris. Hein. La question, elle est que effectivement, il faut que cette réforme soit juste. Mais alors, si vous voulez le faire de façon juste, il faut cibler. Une fois de plus, c'est un peu comme avec l'énergie. Il faut avoir des critères qui soient, on va dire, pertinents. Et le problème des critères pertinents, ils deviennent très vite individuels. Donc, vous faites vite une usine à gaz. Donc, théoriquement, c'est intéressant. En pratique, c'est difficile à mettre. Les Canadiens l'ont fait. Enfin, en tout cas, c'est l'exemple. Ils ont régionalisé. Oui, ils ont régionalisé. C'est l'exemple qui est mis en avant par le gouvernement. Et pour l'instant, la régionalisation, le gouvernement n'en veut pas. Et c'est l'un des regrets de l'UDP, le patronat des artisans. Il paraît que c'est juridiquement, enfin, au constitutionnel, oui, alors compliqué. Il y a une histoire, effectivement, qui a un biais juridique que j'ai pas vraiment encore creusé. Disons que ce sujet, c'est un peu comme ce qu'on a dit tout au début. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut en aucun cas faire une généralisation entre la personne qui est au chômage dans un bassin d'emploi très, très difficile et avec une situation personnelle très, très complexe et puis qui se bat jour et matin pour trouver du boulot. Et puis, souvent le cadre, j'ai des exemples, comme j'ai déjà dit à cette antenne, qui a envie de se prendre 2 ans payés par la collectivité pour regarder voler les mouches, hein, mais les 2 cas existent. Bon, on ne peut pas généraliser. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien prendre des décisions. Donc il faut essayer de raisonner sur les plus grands ensembles possibles. Bon, et quand on analyse les choses, ça vient d'être rappelé par Mathieu Plane, ben oui, effectivement, sur ce sujet de durée de chômage, dans une majorité, enfin dans une très forte proportion, les gens commencent à chercher du boulot quand les allocs enfin pas les allocs, les indemnités vont s'arrêter. C'est une réalité. Voilà, c'est pas bien, c'est pas ceci. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Donc oui, en diminuant, et rappelons d'ailleurs qu'au sujet, la couverture du chômage française est, je crois, une des meilleures au niveau européen. Hein. Enfin, la durée d'indemnisation, il n'y a pas de durée d'indemnisation, etc. Donc oui, il faut bouger sur ce sujet-là. Ça créera certainement des cas compliqués par endroit, mais il faut prendre des décisions, si possible régionales, ça c'est évident. Et il y a le cas des seniors, qui est un cas encore certainement plus complexe. Mais voilà, il faut prendre des décisions, il faut faire bouger. On ne peut pas rester à un chômage structurel de 7 ou 8%, alors que nos petits copains sont à 3 ou 4. D'ailleurs, beaucoup observent que les 36 mois auxquels ont droit les plus de 55 ans sont un élément justement qui participe au fait que souvent les entreprises ne les gardent pas jusqu'à l'âge de la retraite, car ça donne une espèce de soupape de délestage jusqu'il y a 3 ans de... Il faudrait, c'est diminuer les charges sur les seniors. Ça peut être une idée, effectivement, pour réduire le coût pour les entreprises. 30 secondes sur ce sujet, Nicolas, parce que il n'y a pas grand... Après, je vous lance sur l'euro numérique. Justement, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est juste que je crois sur le Canada, mais à vérifier, mais je crois que sur le Canada... Vous allez me retrouver encore une fois, je m'énerve. Il y a pas une obligation de résultat, parce que c'est très difficile, mais le cadrage régional, comme dans plein de pays, y compris européens, sur les gens qui aident les personnes en recherche d'emploi, il y a une obligation quasi de résultat également. En France, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ne donne pas les moyens. Et je suis un peu contre-intuitif de ce que je dis. On ne donne pas réellement les moyens aux gens qui sont chez Pôle emploi, en les primant, en leur donnant des objectifs, d'aider parfaitement les gens à retrouver du boulot. C'est pour ça qu'en France, contrairement à ce qu'on croit, il y a une montée en puissance des cabinets de recherche, il y a une montée en puissance de l'organisme privé sur ce truc-là, parce qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, on passe très très peu par Pôle emploi pour aller chercher, en tout cas, beaucoup de catégories de salariés. On prend finalement les salariés toujours pareil dans cette phase de tassement. Et ben ça c'est dramatique quand on voit les moyens que l'État donne à Pôle emploi. Je préférerais qu'on réduise la durée des indemnisations, mais que ces moyens ne sortent pas du budget de Pôle emploi, mais qu'ils soient rationalisés pour donner plus de moyens aux gens qui aident à trouver un emploi, en imposant peut-être aussi un peu des choses. C'est ça qu'il faut faire. Rationaliser, c'est important quand même. Le Canada, il rationalise. C'est pas que la régionalisation. France Emploi qui vise aussi à rationaliser tous les types d'aides existants. Des projets, il y en a eu quelques-uns, mais c'est très important. C'est France Emploi le nom du... Je crois, oui, sauf un truc comme ça. Non, je ne crois pas. C'est France Compétences. France Travail. France Travail. Ils ont dépensé 40 000 pour avoir un bon nom. Non, c'est plus général. Bon, on a 2 minutes 30, Stéphane Van Nuffel. C'est le combat de Laurent Mignon, là, pour la Fédération bancaire française. Il est rentré en guerre contre le projet d'un euro numérique banque centrale. Et en fait, il pose la question, et je trouve qu'elle est assez légitime, la question, mais dites-moi fondamentalement ce qu'un euro numérique BCE changerait pour les clients. Donc, je vais vous le dire très honnêtement, je n'ai pas de réponse à cette question, parce qu'en fait, cette question-là est elle-même une réponse. Voilà, à partir du moment où vous avez le patron de la Fédération des banques françaises, qui est quand même le patron de, si je ne m'abuse, de la plus grosse banque française, si on cumule BPCE. le groupe entier, BPCE, donc dynamique internationale, il faut que les banquiers français gardent un œil, on va dire, sur, grosso modo, ce que je vais appeler la crypto, j'aime pas ce terme, mais en fait tout ce qui va être basé sur cette technologie de blockchain, c'est-à-dire il ne faut pas que ça leur échappe. Pourquoi ? Parce que le principe même des gens qui la défendent, peut-être selon moi pas forcément avec les bons arguments, cette nouvelle économie financière, cette nouvelle fiducie, on va dire ça comme ça, ils parlent de décentralisation, ils parlent indirectement
de liberté, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire déréguler. Donc si les banquiers, ça leur échappe, bah forcément, ils vont passer à côté d'énormément de business. Et donc, Laurent Mignon a raison de dire à un moment donné, je ne vois pas aujourd'hui... Et là, on parle d'une monnaie souveraine, banque centrale, on ne parle pas d'une crypto... Mais indirectement, c'est la même techno. Oui, Nicolas, c'est la même technologie. Je ne parle pas de la monnaie, je parle de la technologie. Oui, la technologie. C'est pour ça que moi, quand on m'interroge sur les cryptos, le bitcoin et machin, je me retire toujours en disant que ce sont des cryptoactifs, c'est la technologie. C'est le blockchain qu'il faut regarder. Et je le dis... Qu'il regarde ça. Si aujourd'hui vous avez des Goldman Sachs, des JP Morgan, des BlackRock, fonds d'investissement qui sont en train de s'intéresser à ces actifs-là, c'est que mécaniquement, technologiquement, c'est l'Internet de demain. Ce sera la technologie, la sécurisation des données, la fluidité des données, le coût des données. Alors évidemment, les banquiers, ils n'ont pas envie, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel transfert d'argent coûtera moins cher. Et évidemment, la Commission, elle va aujourd'hui au système bancaire. Il ne faut pas se mentir. Donc je comprends sa réaction fondamentale. Sa réaction fondamentale, c'est qu'il défend les banques commerciales. Nicolas, donc je finis là-dessus. Non, parce qu'aux États-Unis, on a 20 secondes. Justement, ça ne se termine pas comme ça aux États-Unis. Les banquiers américains sont en train de s'emparer du sujet. Et c'est ça la limite. Il faut voir le sujet du yuan numérique aussi, qui est poussé par la Chine, du yuan numérique, ceux qui sont les plus en avance. Et là, avec une vision complètement différente, une vision de contrôle de la société, parce que l'ensemble des transactions passeront à travers la banque centrale chinoise. Il ne faut pas que ça leur échappe. Donc ne soyons pas à l'arrière du carrosse ou à la du carrosse comme d'habitude, s'il vous plaît. Moi, je me passionne sur le sujet sans en être un expert. Pour moi, un euro numérique, à partir du moment où c'est un euro numérique BCE, on n'a plus besoin des banquiers commerciaux. Surtout, il n'y a plus de dépôt, il y a plus besoin de services. C'est ce qui arrivera de toute façon. La BCE ne va pas proposer des prêts ou des choses comme ça. Non seulement on prenait un service aux banques. On peut se passer de la banque commerciale et en plus, on peut vous facturer les dépôts. Oui. Exactement. C'était Mathieu Plane, Christian Poyot, Stéphane Van Nuffel. Rendez-vous demain 9h.